Je voulais discuter avec vous de ce qui se passe au sein de l'Occident, car, selon ma perspective simple, l'Occident politique en tant qu'entité reposait sur des conditions spécifiques, à la fois sécuritaires et économiques. Après la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont offert aux Européens des accords commerciaux très généreux, ainsi qu'une protection, parce qu'ils en avaient les moyens, et aussi en raison de la rivalité avec l'Union soviétique. Après la guerre froide, nous avons vu les États-Unis poursuivre un ordre mondial hégémonique, et le partenariat avec les Européens, à travers l'élargissement de l'OTAN, constituait un nœud important de ce système. Aujourd'hui, dans le système multipolaire actuel, nous voyons quelque chose de très différent. Les États-Unis se sont épuisés. Elle est moins capable de rivaliser avec les grandes puissances comme la Chine, et elle doit plus ou moins rebattre les cartes pour obtenir un certain, disons, avantage stratégique. On voit donc les États-Unis adopter une attitude un peu plus indépendante. Pendant ce temps, l'Europe est désormais perçue comme un coût, un fardeau, et les États-Unis doivent essentiellement chercher un meilleur retour sur investissement pour leur empire. Ainsi, on observe une approche très transactionnelle et extractive envers leurs alliés, qui, soit dit en passant, ne se limite pas à Trump. Tout cela aussi, nous en avons parlé plus tôt, et je suis surpris de voir à quel point l'Europe semble se désintégrer très rapidement. Je me demandais donc si vous le percevez de la même manière. Que se passe-t-il avec l'Occident en ce moment? Parce que chaque semaine paraît plus absurde que la précédente. D'accord. J'ai effectivement un ensemble de convictions très solides sur lesquelles je travaille depuis de nombreuses années. Ma perspective est américaine. Je suis ici à New York, c'est ce que j'étudie. Je suis né, j'ai vécu et travaillé toute ma vie aux États-Unis. D'un autre côté, je suis aussi européen. Ma mère est née à Berlin, en Allemagne, et mon père à Metz, en France. J'ai parlé français et allemand toute ma vie. Cela m'intéresse, j'ai de la famille en Europe. Donc en un sens, j'ai eu la chance d'être assez bien placé pour ressentir ce qui se passe. Et enfin, j'ai une approche très historique. Pour moi, la manière de comprendre le présent passe par le prisme du temps, du changement historique. Alors avec cela en tête, laissez-moi vous dire ce que je pense qu'il se passe. Le phénomène le plus important n'est pas M. Trump ni les États-Unis devenant des acteurs incontrôlables, même si je comprends la valeur de ces idées. Mais je pense, en exagérant un peu pour illustrer mon propos, que le véritable problème ici, c'est la Chine. Il faut comprendre que la Chine est en train de tout changer. Ce que l'on constate, c'est un Occident qui n'y était pas préparé, qui ne pouvait pas l'imaginer et qui se trouve désormais désemparé face à la montée en puissance de la Chine. Tout ce qui a été tenté pour l'arrêter ou la ralentir a échoué, sans qu'il y ait la moindre perspective que quoi que ce soit à venir soit plus efficace que ce qui a été entrepris au cours des au moins 75 dernières années de l'histoire occidentale. Voilà le premier point. Voici le second. Les États-Unis ont été, comme vous l'avez justement dit, pris dans la Grande Guerre froide avec l'Union soviétique. Au XIXe siècle, elle avait espéré devenir le grand remplaçant de l'Empire britannique. Elle avait rivalisé avec l'Allemagne pour ce rôle. Et pendant la Première Guerre mondiale, les États-Unis et leur allié, la Grande-Bretagne, après avoir vaincu les deux tentatives britanniques antérieures visant à empêcher les colonies américaines de devenir une force indépendante, la guerre de 1775, puis celle de 1812, s'unirent pour écraser l'Allemagne comme alternative. Cela offrit aux États-Unis l'occasion de devenir la puissance mondiale dominante pour le reste du XXe siècle. La Seconde Guerre mondiale consolida cette relation en détruisant le Japon, qui nourrissait des prétentions à ébranler la domination anglo-américaine.
Mais la Seconde Guerre mondiale a commodément éliminé le Japon et décimé ce qu'il restait de l'Europe comme concurrente, ne laissant que, de manière embarrassante, l'Union soviétique. Ainsi, la guerre froide fut la reconnaissance qu'il restait, j'exagère un peu mais je veux souligner l'idée, un ennemi de plus à vaincre. Vous aviez subordonné l'Empire britannique, vous aviez subordonné l'Europe, vous aviez subordonné le Japon, littéralement, avec la bombe atomique à la fin, une forme de subordination poussée à l'extrême. Il ne restait donc que l'Union soviétique, et vous êtes entrés dans une guerre froide. Amèrement, il a fallu reconnaître que vous ne pouviez pas anéantir l'Union soviétique, car elle possédait des armes nucléaires. Puis l'Union soviétique s'effondre commodément sur elle-même en 1989, 90, 91. Et voici maintenant le point essentiel. Cela a conduit les États-Unis, la direction de leur communauté politique, les chefs des partis républicains et démocrates, à un moment très important, un moment à la fois hystérique et historique. C'était le moment que M. Mearsheimer, que je sais que vous connaissez très bien, a consacré sa vie à comprendre comme le moment unipolaire, une période durant laquelle les États-Unis pouvaient raisonnablement imaginer le fantasme de la destinée manifeste, selon lequel Dieu, et rappelons-le, Dieu est important aux États-Unis, il ne fait aucun doute qu'il y réside, célébrait les États-Unis comme le grand hégémon du monde. Et avec l'effondrement de l'Union soviétique, nous devions hériter du monde entier. Ce serait notre huître. Le programme de mondialisation néolibérale lancé dans les années 1970 pouvait véritablement décoller dans les années 90 et déplacer la production hors des États-Unis. Tout le travail sale de la fabrication serait effectué en Asie, en Amérique latine et finalement en Afrique, tandis que les États-Unis régneraient en maître. Ironiquement, les explosions d'une réaction musulmane, la soi-disant ère du terrorisme, ont, d'une certaine manière, renforcé cette idée. L'Occident était l'endroit où les choses étaient civilisées, polies et convenables, et l'Orient n'était pas seulement le lieu où se déroulait la production sale, mais aussi celui où les gens étaient perçus comme irrationnels, arriérés, idéologiquement défaillants. Tout cela à la fois. Et maintenant vient la catastrophe. La poussière retombe. Nous sommes maintenant dans les premières décennies de ce nouveau siècle, et il s'avère qu'il y a encore un autre obstacle. Ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas l'Amérique, ce n'est pas l'Union soviétique, ce n'est pas la Russie, ce n'est pas le Japon, c'est la Chine. Seulement, c'est une puissance économique en pleine expansion, bien plus rapide que toutes les autres ne l'ont jamais été. Ainsi, au lieu de pouvoir récolter tous les fruits que vous vous étiez promis, on vous en a privé, et tout ce que vous avez essayé de faire à la Chine, tout a échoué. Ils ne ralentissent pas. Cette année, leur PIB augmentera 2 à 3 fois plus vite que celui des États-Unis. Et c'est la norme depuis 30 ans. Rien ne l'a arrêté. Ni la 7e flotte, ni le vacarme autour de Taïwan, ni les accords économiques. Rien de tout cela. Le partenariat transpacifique, l'ASEAN, cela ne change rien. Cela n'arrête pas le déclin relatif des États-Unis et de l'Europe, ni la montée de la Chine, et maintenant de la Chine avec les BRICS. C'est écrasant, et rien ne laisse entrevoir une fin. Je pense que cela a engendré une sorte de réaction hystérique. D'abord la peur, puis l'amertume, puis la volonté de faire aux Chinois ce qui semblait avoir fonctionné contre les Soviétiques. Mais cela ne marche pas. La Chine n'est pas l'Union soviétique, et ce à bien des égards, sur le plan économique, politique et à tous les autres niveaux. Et donc il y a de l'hystérie. Et cette hystérie atteint son apogée d'une manière très particulière. Elle produit aux États-Unis un clown comme président, un clown dont l'humour, dont l'étrangeté sont en réalité une réaction à tout ce que je viens de dire.
Il va enfreindre toutes les règles. Il va se comporter de toutes les manières qu'il ne faut pas. Il est prêt à poser et à répondre à des questions qui étaient autrefois en dehors des limites du discours politique acceptable dans ce pays. Le Mexique et le Canada sont-ils des alliés importants? Pas particulièrement. Si nous pouvons en tirer un peu de tribut à court terme, c'est tout ce qu'ils valent. Et si nous devons utiliser notre armée, très bien. Nous avons suffisamment de puissance militaire et ils sont assez faibles pour que nous puissions le faire. Il en va de même pour l'Europe de l'Ouest. Nous leur avons offert une protection militaire parce que nous avions besoin d'un tampon avec l'Union soviétique. Nous n'en avons plus besoin aujourd'hui. L'Union soviétique n'est plus la menace que nous pensions autrefois. En réalité, il serait plus judicieux d'essayer de l'éloigner de la Chine, ce qu'aucune de nos actions jusqu'à présent n'a réussi à faire, mais nous devrions tenter le coup. Un bon compromis en Ukraine aiderait à résoudre ce problème. Et c'est pourquoi nous allons nous retirer d'Ukraine. Nous laisserons cela aux Européens, dont nous savons qu'ils ne peuvent pas s'en sortir seuls. Ils n'ont pas les capacités militaires nécessaires, ils ne les ont plus depuis 50 ans. C'est absurde. Les Russes n'ont aucune raison de partir et les Européens ne pourraient de toute façon pas se défendre. Alors transformons cela en avantage à court terme. Allons voir von der Leyen et disons voici l'accord. Nous allons vous imposer des tarifs douaniers terribles. Si vous ne voulez pas de tarifs terribles, nous sommes prêts à vous accorder des tarifs modérés, mais seulement si vous vous engagez à faire deux choses intéressantes. Acheter notre gaz naturel liquéfié pour 700 milliards de dollars sur les 10 prochaines années et contribuer à hauteur de 700 ou 800 milliards supplémentaires en investissements garantis et promis aux États-Unis. Autrement dit, nous voulons que vous, les responsables politiques européens, alliez voir vos citoyens, que vous preniez l'argent généré par votre économie, que vous priviez votre propre pays de la possibilité de le réinvestir et que vous le placiez à la place dans notre économie. Et nous vous dirons où, comment et quand le placer. Le fait que ce soit une proposition sérieuse, c'est cela qui compte. Le fait que von der Leyen s'y soit engagée montre à quel point la situation est grave, à quel point la subordination de l'Europe envisagée ici est terrible. Car le chaos que cela pourrait engendrer en Europe, alors que vous essayez désespérément de préserver votre protection sociale alors que ce que vous venez d'accepter la rend impossible, serait immense. Il est tout simplement impossible de faire ce que vous avez promis. Vous avez promis à M. Trump de vous réarmer contre la Russie tout en maintenant votre filet de sécurité sociale. 5 minutes de calcul suffisent pour comprendre que c'est irréalisable. Les États-Unis disent donc, nous ne nous soucions pas du long terme. Nous ne savons pas ce qui se passera à long terme. Le temps joue en faveur de la Chine, pas de nous. Nous l'avons appris au cours des 30 dernières années. Nous avons besoin d'une solution à court terme. We need a short-term fix. And for that, we need to drain. Et pour cela, nous devons vider notre empire mondial informel, dont les parties les plus riches sont les autres membres du G7. Et nous allons les vider jusqu'à la dernière goutte. L'Europe, le Canada, le Japon et le Mexique. Nous allons tous les épuiser. Et nous allons utiliser cela pour faire un dernier effort profond afin d'arrêter le phénomène de la Chine et des BRICS, car c'est bien ce qui se passe. Et voici l'ironie. Il reste un résidu, et ici, j'aimerais avoir ta réponse, corrige-moi si je me trompe. Il y a une inquiétude, et cette inquiétude, c'est l'Europe. Il existe une faible probabilité, dans la mentalité américaine, que les Européens soient tellement insultés, tellement indignés par ce qu'on leur fait subir, qu'ils parviennent réellement à surmonter leur incapacité nationaliste à s'unifier, incapacité qui s'est manifestée depuis tant d'années. C'est difficile à imaginer,
Tout le monde ne le voit pas pour ce que c'est. Il y a cependant un risque que vous soyez tellement destructeurs pour leur avenir que vous finissiez par les rassembler. Et alors, il y a un danger qu'ils veuillent leur propre place dans l'économie mondiale. Ils ne veulent ni la Russie-Chine, ni les États-Unis. Ils veulent la leur. Et comment vont-ils faire cela? Eh bien, voici l'ironie. L'une des choses dont ils ont besoin, c'est d'un endroit pour développer l'énergie, exploiter les terres rares et construire une toute nouvelle base économique. Et donc, la conclusion à laquelle on est parvenu, je crois, à Washington, c'est que le danger pour le Groenland n'a jamais été la Chine ni la Russie. C'est tout simplement, pardonnez-moi, du baratin de première catégorie. Le danger, c'était que les Européens comprennent ce qu'ils possèdent s'ils parvenaient à s'unifier pour le développer. Les États-Unis veulent le Groenland, en somme, pour que l'Europe ne puisse pas l'obtenir. Voilà où nous en sommes. Et c'est l'un des éléments qui motive ce type de comportement, dénigrant l'Europe sous toutes ses formes. Non seulement par les propos tenus, non seulement en se moquant de Starmer, de Macron ou de Merz, mais aussi en pleine provocation par l'attaque contre le Danemark, contre le Groenland et tout ce que cela représente. S'agit-il d'actes symboliques? Absolument. Font-ils partie de la dénigration? Absolument. Mais ce sont aussi des manœuvres stratégiques pour se positionner en vue de l'effort final visant à contenir la Russie et la Chine, désormais unies. Votre échec face à la Chine a en partie rapproché la Russie au lieu de l'éloigner. Une erreur énorme qu'il impute à Biden, ce qui est absurde, car cela découle d'un consensus dans ce pays. Mais il est désespéré. Il dira tout ce qu'il faut. Vous devriez voir M. Trump comme un politicien désespéré, car c'est ce qu'il est. Il n'y a pas de planification brillante, pas de manœuvre habile. Il y a du désespoir, qui peut parfois engendrer un moment de génie, sans aucun doute. Mais c'est le désespoir qui est essentiel ici, pas le moment de génie dans une pièce de théâtre, par ailleurs désespérée.